Eh ben c'est reparti. Chaos isn't the pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them, and some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. Oui, je sais, ça faisait extrêmement longtemps. Je vous avais promis de revenir sur YouTube. Mais écoutez, en fait, il faut savoir que je pense que vous le remarquez à la qualité de mes montages, de la vidéo et même de celle-ci, je filme avec mon téléphone. Et là, je pense que vous avez remarqué une différence de qualité entre les vidéos. Mon téléphone n'a absolument plus de stockage. Voilà. Mon téléphone, c'est un iPhone 13, il date de 6 ans. Il n'a absolument plus aucun stockage. Donc j'ai dû acheter une tablette pour pouvoir faire mes montages. Le problème étant, c'est que je ne suis pas riche, je suis étudiante. Donc il faut que j'attende d'économiser pour acheter une bonne caméra. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner de la visibilité à cette vidéo. Voilà, peut-être qu'il y a un jour, il n'y aura plus aucune galère pour faire des vidéos YouTube. Mais je pense que vous ne réalisez pas le temps que ça me prend de faire des vidéos YouTube. Et je sais que c'est pas forcément la vidéo peut-être que vous attendez, mais vu que la saison 3 de House of Dragon reprend, je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse un débrief vraiment long ensemble, parce que sur TikTok, bon, j'ai imposé des vidéos longues, mais évidemment je peux pas faire non plus des vidéos de 20-30 minutes, je crois que mon maximum c'est 15-16 minutes, mais je peux pas exagérer. Donc ça serait cool que chaque semaine je sorte une vidéo où on parle ensemble de l'épisode et je donne mon avis. C'est ce que je faisais à l'époque sur TikTok où je parlais pas, je faisais des diapos chaque semaine avec mon avis sur l'épisode de la semaine. Mais je sais que vous allez me réclamer d'autres vidéos et vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Mon objectif c'est quand même de sortir 2 vidéos par semaine. Je vais essayer, je vais voir là comment ça se passe, si je galère ou pas pour le montage avec la tablette. Sinon, bah let's go hein. Je vais vous faire la liste des vidéos qui arrivent prochainement, à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai imaginées, pour pas que vous me dites « Ah mais non, mais c'est quoi la vidéo sur la danse des dragons ?» Je vous annonce de suite, la vidéo sur la danse des dragons, je vais la filmer, je vais la monter, mais je vais la poster je pense lors du dernier épisode de House of Dragon. Je pense que pour clôturer la saison, je vais vous dire ce qui se passe vraiment dans les livres. Parce que je pense que du coup il y a des gens qui vont découvrir la chaîne et qui n'aimeraient pas être spoilés, enfin c'est assez bête de se spoiler dans une vidéo alors que la série est en train de sortir. Donc je pense que la fin de la saison, c'est le meilleur moment pour moi de sortir cette vidéo-là. Mais dans les vidéos qui arrivent, cette semaine, je vous sors la vidéo critique de House of Dragon. Pourquoi est-ce que moi j'ai beaucoup de mal avec cette série, tous les défauts qu'il y a dans cette série, hormis le fait qu'elle ne respecte pas les livres, bien évidemment. J'ai des analyses de personnages qui arrivent. Là, les prochaines analyses de personnages que j'ai prévues, c'est Viserys, Rhaenyra, parce que j'avais fait une vidéo sur Alicent, mais j'ai pas fait les autres. Viserys, Rhaenyra et Christian Cole. Christian Cole, j'attends un moment très précis de la série pour en parler, mais il faut vraiment qu'on parle de Christian Cole et ce qu'on est en train de faire de lui dans la série qui est inacceptable. Ensuite, il y a des analyses de personnages, plutôt de livres, qui arrivent. Donc Alice Rivers, pareil, j'attends qu'on voit un peu sa relation avec Aemon pour en faire une vidéo. Et une vidéo sur Nettles. Orty qui a été supprimée, on en reparlera dans cette vidéo. Et bien évidemment, avant de sortir à la fin de la saison 3 de House of Dragon la vidéo sur la danse des dragons, donc le règne de Aegon, puisqu'on va continuer la play sur les rois, je vais vous sortir une vidéo que j'avais promis sur la légitimité. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Aegon est tout autant légitime que Rhaenyra et inversement? Ça arrive. Donc toutes ces vidéos-là, ça arrive pour le mois House of Dragon. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a pensé de ce tout premier épisode de la saison 3 de House of Dragon. Alors, je pense que les gens qui me suivent sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous avez un compte TikTok, si vous découvrez la chaîne YouTube ici, savent que j'ai pas un grand amour pour cette série. Voilà. La saison 1 était vraiment pas mal, j'étais complètement tombée amoureuse du personnage de Alicent, malgré les différences par rapport au livre. J'avais aimé les changements qui avaient été apportés, et je trouve que par la suite, ils n'ont pas du tout su gérer leurs propres changements. C'est devenu limite une parodie en fait. Les dialogues étaient pas ouf, même je trouvais même que ça avait affecté le jeu d'acteur dans la saison 2. Mais je voulais quand même donner forcément une chance à cette saison. Et de toute façon, moi je fais jamais partie des gens qui disent que je vais pas regarder parce que j'aime pas. J'adore l'univers Song of Ice and Fire. Donc en fait, toutes les adaptations qu'il y a, que j'aime ou pas, je vais les regarder. Voilà. Il y a des gens qui comprennent pas, qui sont en mode pourquoi vous vous faites souffrir. Je souffre pas quand je regarde House of Dragon. Voilà. Mais ça veut pas dire pour autant que j'aime. Et comment je pourrais critiquer, comment je pourrais savoir si je continue à aimer ou à détester si je ne regarde pas. Donc je continue personnellement. Mais j'étais quand même assez optimiste pour ce premier épisode. Je pensais que ce premier épisode allait mettre tout le monde d'accord parce que il y avait la bataille du gosier.
Et c'est quelque chose d'ailleurs eux-mêmes qui ont vendu comme spectaculaire, limite du jamais vu dans l'histoire de la série. Euh, Personnellement, on est loin du spectaculaire. Pour vous donner mon avis à chaud général maintenant, j'ai mis 7 sur 10 à l'épisode et honnêtement, ça valait plus un 6 pour moi. Mais j'ai mis 7, voilà, j'ai été assez sympa parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai été assez sympa. Parce que ça a choqué certains que j'ai mis 7, je comprends. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je note moins dur cet épisode parce que pour moi, on n'est pas encore dans la saison 3. Pour moi, l'épisode qui va sortir cette nuit, à 3h du matin, ça sera le début vraiment de la saison 3. Là, on est dans l'épisode qui devait être en saison 2, qui devait la clôturer, et je pense absolument pas que cet épisode aurait sauvé la saison 2. Donc, je me permets d'être moins dure. Par contre, là où je les attends vraiment au tournant, c'est ces prochains épisodes. Vraiment, là, je vais remettre ma casquette Mimi, remettre ma casquette très dure. Là, je les attends. Surtout que dans cet épisode-là, c'était un épisode plus d'action, même si je trouve que l'action manquait. C'était pas un épisode qui m'a tenu en haleine par rapport à certains. L'action manquait, mais du coup, on n'avait pas de dialogue pratiquement. Pour moi, c'est un épisode qui manque de dialogue, qui manque de profondeur à ce niveau-là. Parce que c'était pas ce qu'il voulait faire durant cet épisode-là. Par contre, l'épisode prochain, où on va voir le deuil de Rhaenyra par rapport à Jace, et voilà, la culpabilité de Baela, la culpabilité de Rhaena, Aemond, comment il s'en sort à Harrenhal, un peu les périples de Aegon, là je pense qu'on aura beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'introspection, et beaucoup plus de matière à critiquer, à analyser. Là, c'est pas le cas de cet épisode-là. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo-là, désolée, je pense pas que ce sera ma meilleure vidéo, il faut savoir une chose sur moi, et ça aussi on en parle beaucoup quand je m'embrouille avec des personnes qui adorent la série House of Dragon, je m'en fiche de la mise en scène. Je sais que ça énerve les cinéphiles, je sais crise cardiaque, voilà, moi la mise en scène je m'en fous. Parfois ça peut m'intriguer, parfois ça peut me marquer, parfois je peux la critiquer, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus quand je regarde un film, une série. Voilà, moi je suis plus intéressée par l'écriture, je suis plus intéressée par les personnages, je suis plus intéressée par l'intrigue. Voilà, les messages que ça véhicule, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vais critiquer durant toutes ces semaines. À chaque fois, je vais faire une critique de l'épisode. Si vous voulez voir des critiques de mise en scène, allez voir les vidéos de Régé Le Goria. Voilà. Donc voilà. J'ai regardé tout à l'heure sa vidéo par curiosité, je regarde pas trop ses vidéos, mais je voulais voir ce qu'il avait pensé du premier épisode de la saison 3. Et en fait, il ne parle pratiquement jamais des personnages en fait. Il parle vraiment, ah ce plan c'était pas ouf, voilà. Moi c'est pas du tout ça, moi c'est tout l'inverse. Les plans, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les personnages, comment est-ce que tu vas les faire évoluer, leur moralité, est-ce qu'il y a une cohérence dans leur écriture, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, c'est ça. Et si c'est ça que vous kiffez, bah vous êtes au bon endroit. Et du coup forcément je trouve que c'est pas le meilleur épisode pour ça. Mais du coup je pense que l'épisode prochain sera beaucoup mieux, je pense qu'il y en aura des dialogues à analyser, et je pense que c'est justement là où je risque le plus de m'énerver, et que ma note risque d'être la plus dure. Mais commençons l'analyse de cet épisode. Ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu prendre scène par scène. Alors pour la toute première scène avec Rhaena, on en reparlera après. Voilà, parce que Rhaena, c'est pas cette première scène qui est la plus intéressante à analyser. Par contre, j'ai beaucoup aimé la première scène de Aemond qui vient et qui prend le maître Arwyl et qui va pour l'exécuter parce qu'il se rend compte que Aegon n'est pas là. Franchement, c'est pas mal. Bon ajout. Voilà. Vu qu'ils ont changé par rapport au livre, pourquoi pas. La prochaine scène qu'on avait, c'était la scène avec Aegon, et d'ailleurs c'est la seule scène qu'on a du personnage durant cet épisode-là. Et ça c'est un peu un défaut de l'épisode pour moi, il y a un véritable problème de rythme, c'est pour ça que j'ai du mal à croire les gens qui me disent « Ah moi j'ai été en haleine dans cet épisode », je trouve qu'il y avait plein de scènes de remplissage où tu voyais les personnages comme ça 2 minutes et après on passait à autre chose, et je ne trouve pas ça super intéressant. Voilà. Par contre, j'ai l'idée que Aegon, même dans cette situation où comme lui-même le dit, le personnage lui dit lui-même « Purée, je suis vraiment pathétique », et ça je trouve que l'acteur est celui qui avait le meilleur jeu durant cet épisode-là, parce que vraiment, effectivement, il était très pathétique. La manière dont il respirait, la manière dont il se tenait, toujours là, comme ça. Vraiment, l'acteur a su vraiment retranscrire à quel point Aegon était pathétique à ces moments-là, et ce qui est très fidèle au livre, parce que les moments d'exil et même les retours de Aegon, c'est dit, il est pathétique vu qu'il est à moitié brûlé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, on voit vraiment que les scénaristes n'arrivent pas du tout à comprendre leur personnage. Parce que sachez que cette scène, qui est plutôt appréciée par les fans de Aegon et de la Team Verte, de Aegon qui refuse de se soumettre, de ployer le genou, même dans cette situation-là, parce que justement, c'est la seule chose qui lui reste. Le mec n'a plus rien, il n'a plus sa famille, il n'a plus le soutien de ses alliés, il n'a plus son dragon, il n'a plus son physique, il n'a rien. Et son physique, ça va même jusqu'au fait qu'il n'a même plus son appareil génital. Tout ce qui lui reste, c'est ce titre-là. Et même là, on lui demande de renier ce titre. C'est la dernière chose qui lui reste pour sa dignité. Et ça, il refuse. Mais sachez que dans la version originale du script, Aegon était censé s'agenouiller. Quel est l'intérêt de la scène, du coup? Voilà. Quel est l'intérêt de la scène? Et c'est l'acteur lui-même, Tom,
qui a dit mais en fait non, ça ne fait aucun sens pour le personnage de Aegon que celui-ci s'agenouille, alors que c'est la seule chose qui lui reste. Et les scénaristes ont accepté de changer. Et là, je me dis heureusement qu'on a des acteurs qui sont un peu investis. Il y a un peu certains acteurs dans la série House of Dragon, je trouve, qui comprennent un peu leur personnage. Je trouve que Aemond et Aegon, c'est pas mal de ce côté-là. Le reste, voilà. En même temps, comment leur en vouloir? Le script est tellement pas ouf, on en reparlera pour Alicent. Mais heureusement d'ailleurs qu'ils ont écouté l'acteur et heureusement que l'acteur est investi et ose faire des critiques sur le script parce que sinon, cette scène qui est un peu mieux pour le personnage de Aegon n'aurait même pas été présente. And originally in the script, it had Aegon being told to kneel for Rhaenyra and kneeling straight away. And I'd questioned that. I thought that doesn't feel right at all. I feel like it's the only thing he's got left to be defiant in that. And also, he's not used to being submissive at this point. He's just come from the Red Keep. He's not had any interactions with anyone other than Larys. Je pense qu'on va d'abord parler des petites scènes comme ça, un peu inutiles pour cet épisode-là. Après, on va parler de Alicent et Aemon. Et pour laisser en tout dernier, Rhaenyra, Jace et tout ça. On a trois autres scènes qui sont assez rapides et voilà, qui sont juste mis là pour moi pour du remplissage, pour faire un peu l'inventaire de tous les personnages qui seront présents durant cette saison. On a la scène avec tous les bâtards qui sont réunis à Harrenhal et honnêtement, typiquement, pour moi, ça c'est une scène de remplissage qui n'a pas sa place ici. Je ne trouve pas que c'était le plus ingénieux de mettre cette scène durant cet épisode-là. Je pense qu'il aurait été plus ingénieux de la mettre durant la prise de King's Landing. Vous savez, d'ailleurs, c'est soit l'épisode prochain, soit l'épisode d'après. Rhaenyra va prendre la ville et très certainement, il va y avoir le fait qu'elle va les nommer chevaliers, les adoblir. Mais il y a des doutes sur le fait qu'elle va le faire avec Ulf. C'est ce que j'ai vu sur internet. Moi, je pense que ça aurait été mieux du coup de placer là un dialogue entre les bâtards et justement Ulf qui n'est pas satisfait de sa récompense. Soit parce qu'elle ne l'a pas du tout même nommé chevalier, soit parce qu'au contraire, elle n'a fait que de le nommer chevalier. Là, le discours aurait été le plus bienvenu. Et d'ailleurs, ça aurait permis de faire un très beau parallèle entre Rhaenyra et le prêtre dont il parle dans son dialogue. Le fait qu'ils disent qu'il y a un homme qui l'a recueilli et qu'il le payait pour faire des choses. Alors, je sais pas vous comment vous l'avez compris, mais moi je l'ai compris comme de la prostitution. Et que justement, l'homme manipulait Ulf en utilisant beaucoup ses origines, en disant qu'il avait le sang du dragon, qu'il était spécial. Excusez-moi, mais on peut littéralement faire un parallèle avec Rhaenyra. Le fait qu'on va littéralement instrumentaliser son origine, son arbre généalogique, pour l'utiliser comme un objet. C'est ce que va faire Rhaenyra. Quand Rhaenyra lui demande de prendre des dragons et d'aller mourir pour elle, c'est plus qu'être un objet. Elle l'utilise. Littéralement, son corps n'appartient plus à Ulf, il appartient à la bataille de Rhaenyra. Moi, j'y vois un parallèle clair. Mais justement, j'aurais trouvé que ce serait mieux de l'amener après la prise de King's Landing. Là, littéralement, ils voulaient juste nous mettre les bâtards pour nous les mettre, pour que l'épisode soit rempli. Et moi, je pense que l'épisode aurait pu faire 20 minutes de moins. Pareil, je trouve pas que la scène avec Aemond était super utile. Et j'ai même été déçue de la manière dont la phrase We came here to die for the Dragon Queen a été délivrée. Je pense qu'elle aurait pu avoir énormément d'impact. Et là, je sais pas, c'est pas le cas. Avant de m'énerver sur une certaine scène, parlons pour moi de ce qui a le plus de potentiel, les Hightower. J'adore le cast pour Ormond Hightower. Oui, enfin du positif dans cette série. Le cast pour Ormond Hightower, j'adore et je pense qu'il a fait l'unanimité. Vraiment, j'ai vu aucune critique sur ce personnage. Pour l'instant, c'est sûr qu'on n'en sait pas plus, mais le côté un peu, voilà, hautain, qui renifle parce que ça sent mauvais autour de lui, voilà. Je suis très curieuse de voir comment ils vont développer la dynamique entre Ormond et Daeron. Et Daeron, pour l'instant, il y a énormément de potentiel. Je sais qu'on a tous peur, vu à quel point ils nous ont déçus tout au long de la saison 2. Mais pour l'instant, Daeron, il y a du potentiel. En fait, pour moi, ils cherchent clairement à surprendre ceux qui n'ont pas lu les livres. Et clairement, l'idée d'essayer de faire passer Daeron juste pour un petit intendant, voilà, et qu'après on aura une big surprise, ça peut être une bonne idée au final. Ça peut être une bonne idée. Vraiment, je sais pas, ça me fait un peu sourire de voir le petit Daeron ultra sérieux derrière, comme ça, avec les mains derrière le dos, un petit peu roux. Voilà. Et si effectivement les leaks qu'on a vus s'avèrent vrais, enfin ce dont on n'a aucun doute, parce qu'on a vu les photos du fait qu'ils vont prendre en otage Daeron et qu'en fait ils vont se rendre compte que c'est le faux Daeron, eh ben ça peut être spectaculaire. Honnêtement. Surtout si le vrai Daeron apparaît au cours d'une bataille. C'est-à-dire qu'on a Daemon qui prend un faux Daeron, il l'emmène à la capitale, et puis il y a une bataille, et d'un coup tu vois un blondinet sur un dragon. Et en fait tu te rends compte que c'est lui le vrai Daeron depuis tout ce temps. Vraiment, il y a du potentiel, j'espère tellement qu'ils vont pas gâcher ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est ça mon problème en fait, c'est que parfois ils ont des idées pas mal,
Mais le truc, c'est qu'ils les gâchent à chaque fois parce qu'ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire des dialogues, ils ne savent pas aller au bout de leur idée. Et on va en parler dans cette vidéo. Hein, parce qu'on va en parler. Et je crois qu'une des scènes voilà, qui m'a tellement énervée, c'est Christian Cole et Gwen. Voilà. Avec la scène du viol. On voit une pauvre femme partir en pleurant et que Gwen est offusquée et vient voir Christian Cole en lui disant oui, mais en fait, il faut rappeler ces hommes-là, que c'est pas parce que c'est la guerre que tout est permis. Voilà. Et qu'on a Christian Cole qui se transforme en Shakespeare, encore une fois. Regarde autour de toi, nous sommes tous voués à être des bêtes. Insupportable. En fait, dès que les scénaristes essayent de donner un côté un peu poétique à leur personnage, ça ne marche absolument pas. Personnellement, ça me sort de la série. Vraiment, je lève les yeux au ciel. Ça devient insupportable. Je pense que le seul personnage qui avait un potentiel poétique et que ça a été bien développé, et comme j'ai dit, il y aura une vidéo sur lui qui arrive très rapidement, je suis déjà en train d'écrire le script, c'était Viserys. Viserys avait vraiment donné des répliques assez rythmiques, poétiques, et ça a collé totalement à son personnage qui est un peu décalé de l'environnement. You have no allies at court but me. I have only ever defended you. Yet everything I've given you, you've thrown back in my face. You've only ever tried to send me away to the Vale, to the City Watch. Anywhere but by your side. 10 years you've been king, and yet not once have you asked me to be your hand. Why would I do that? Because I'm your brother. And the blood of the dragon runs thick. Then why do you cut me so deep? Pour des personnages comme Cole, que normalement sont très terre à terre, je trouve que ça ne colle absolument pas. De parler comme ça en message codé, enfin bref, à faire des métaphores, ça ne colle absolument pas. Et si dans un sens je comprends la volonté de montrer la dureté de la guerre, voilà, que c'est les femmes qui payent durant la guerre, voilà, comment se comportent les chevaliers, ok, mais je trouve que ça interroge quand même qu'à chaque fois que ces dénonciations veulent être faites dans cette série, ça soit toujours du côté des Verts. Ça renforce encore une fois le côté gentil contre méchant. Je me rappelle, j'avais regardé avec ma soeur et même elle a soufflé en fait. Comme par hasard, c'est du côté des Verts qu'on va mettre cette scène-là, alors qu'on n'est même pas encore dans les événements plus tard qu'il va avoir dans l'armée Hightower. Et que, excusez-moi, mais il y avait énormément de viols du côté de l'armée des Noirs. Notamment quand il y aura les Greyjoy qui vont entrer dans la course. Donc, je trouve encore une fois que c'est pas anodin d'avoir mis cette scène. Mais encore une fois, le rôle qu'ils donnent à Christian Cole et la manière dont ils ont détruit le personnage qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est ça qui m'énerve. Parce que Christian Cole de la série est très différent de Christian Cole des livres. Et je me suis fait une raison, celui de la saison 1, je l'ai beaucoup aimé. Oui, je l'ai aimé alors que tout le monde l'a détesté. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé son écriture. Elle était logique, elle était limpide. La haine envers Rhaenyra, elle est très bien montée. Pour moi, elle a du sens. On en reparlera dans la vidéo analyse de Christian Cole. Et en fait, le problème, c'est que après, quand on est arrivé dans la saison 2, le mec est juste devenu une caricature de lui-même. C'est juste devenu vraiment un incel. C'est insupportable. Et en fait, t'as l'impression qu'il a plus aucun respect pour tout le monde, qu'il avance dans ce monde, voilà, qu'il est dépressif en fait. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. On parle d'un mec qui a déjà vu la guerre. Oui, il a pas vu la guerre avec des dragons, mais il a déjà vu la guerre. C'est pas un jeune qui la découvre. C'est littéralement la raison pour laquelle Rhaenyra l'a choisi dans la saison 1 en tant que membre de la garde royale, parce que c'est le seul qui a de l'expérience. Et en plus, pas n'importe où, à Dorne, quoi. Et c'est pour moi, et si pour moi cet homme il a un comportement qui peut être problématique envers certaines femmes, dont Rhaenyra, surtout dans la saison 2 quand ils ont complètement gâché son personnage, c'était pas typiquement le incel que l'on pense. Pour moi, Christian Cole c'est typiquement le genre d'homme qui va faire une classification dans les femmes. C'est-à-dire que si une femme elle rentre dans les codes et qu'elle correspond à l'idéal qui se fait d'une femme, pour lui il va y mettre un respect monstre. Et on a d'ailleurs une scène comme ça entre lui et Aemond, il me semble, où il dit qu'il faut respecter les femmes en fait. Par contre, là, il va plus le respecter, c'est quand il va être face à des femmes comme Rhaenyra qui va considérer qu'elle sort de ces codes-là. Pour lui, elle ne mérite plus aucun respect. Et excusez-moi, hein, mais Christian Cole, dans l'écriture qu'ils lui ont donnée dans la saison 1, ça aurait été le premier à être offusqué qu'une femme se fasse violer. Le premier. Ça ne fait pas sens. Pour moi, ma théorie, c'est qu'il ne savait absolument pas quoi faire avec le personnage de Christian Cole. D'ailleurs, il va bientôt mourir, c'est sûr. Il ne savait absolument pas quoi faire avec ce personnage-là, donc en fait, il lui donne juste une ou deux scènes comme ça, avec lui qui sort des trucs poétiques, de « on est tous damnés, voilà, on est tous condamnés, on est tous horribles, voilà, il n'y a pas d'espoir ». Bon, ben, je pense que c'est le moment de continuer à s'énerver parce qu'on va parler de Alicent et de Aemond. Déjà, peut-être personne va être d'accord avec moi, je trouve le jeu d'acteur de Olivia Cooke déplorable durant cet épisode. Oui, je suis dure, mais je trouve le dialogue de Olivia Cooke déplorable durant cet épisode-là. Mais en fait, je la blâme même pas parce que, moi je l'ai dit plusieurs fois sur TikTok, je trouve que le script va forcément jouer sur ton jeu d'acteur.
Si ton script est à chier, ton jeu d'acteur ne peut pas être bon. Moi, je suis pas partie des gens qui pensent que le jeu d'acteur peut sauver un script à chier. Je pense pas. Et je pense que c'est l'inverse, vraiment. Je pense que le script peut vraiment jouer sur ta performance. Et en fait, pour moi, là où dans la saison 1, on avait une performance phénoménale, j'insiste, hein, phénoménale de Olivia Cooke. En plus, je suis en train de me revoir la saison 1 pour faire l'analyse de la série en entière. À partir de la saison 2, je trouve son acting vraiment pas ouf. J'ai pratiquement aucune scène qui me marque de Olivia Cooke, de Alicent, durant la saison 2. Je trouve vraiment l'acting pas du tout incroyable. Et de toute façon, ça, je l'avais déjà fait la remarque sur TikTok, mais même dans son apparence, je trouve qu'il y a quelque chose de moins marquant. Tu t'attaches moins au personnage. Dans la saison 1, on a vraiment une femme avec des traits qui sont durs, même sa posture. En fait, tout est fait pour qu'elle ait du caractère. Tout est fait pour que Alicent vive, mais vraiment, comme ça, elle vit derrière l'écran. À partir de la saison 2, vraiment, je vous mettrai des images, les expressions faciales changent, les tenues changent, même dans sa posture, il y a un relâchement, ce qui est dû au script aussi. Et vraiment, je ne trouve même plus que le personnage vit. Vous avez vu ma vidéo analyse ici, si vous ne l'avez pas vue, foncez, elle est sur YouTube, elle fait 40 minutes je crois, de moi qui analyse Alicent de la saison 1, c'était mon personnage préféré. Je vouais un amour inconditionnel pour ce personnage-là. Je pensais vraiment qu'elle allait être dans mon top 3, top 5 de personnages de série Game of Thrones. Eh ben pas du tout. Je pense qu'elle fait partie des personnages que je ne peux plus me voir maintenant. Je ne peux plus me la voir. Et cet épisode a confirmé ce que je disais durant ces 2 ans, en attendant la saison 3. Il n'y a aucun espoir pour le personnage de Alicent. Il y a du potentiel, il y a de l'espoir pour le personnage de Rhaenyra, on en reparlera. Mais Alicent, c'est fini. C'est terminé. Du coup, franchement, dans les 3 scènes qu'elle a eues, j'ai pas du tout aimé ses expressions faciales. J'ai pas du tout aimé son jeu d'acteur. Et comment ne pas parler aussi du baiser entre Alicent et Aemond. On savait. Honnêtement, je suis même pas en colère parce que je savais tellement. Les leaks étaient sortis, les gens voulaient pas croire aux leaks, mais moi honnêtement, je vous l'ai déjà dit depuis que je ne croyais pas aux leaks de la saison 2 et qu'ils sont avérés vrais, et que je me suis sentie vraiment honteuse derrière mon écran, maintenant j'y crois. J'y crois. Ces leaks sont vrais, hein. Tous aussi hachés qu'ils sont, ils sont vrais. Et ce bisou était vrai également. Et je sais que des gens vont me dire, et ça a été dit plusieurs fois sur Twitter, oui, mais en fait, c'est pour montrer l'effet de l'inceste sur les familles, à quel point ça va complètement les rendre dysfonctionnels. J'y crois pas une seule seconde. Pour moi, c'est du fétichisme. Voilà. Ryan Condal adore ajouter beaucoup d'agressions sexuelles, beaucoup d'inceste, beaucoup de romantisation de tout cela. Là, c'est pas romantisé, hein, qu'on soit d'accord, hein, mais moi, je me suis sentie très mal à l'aise durant la scène et c'était le but. Mais sans jamais après reprendre ces sujets-là. En fait, il te balance des choses comme ça et il ne reprend jamais ce qu'il a commencé en fait à planter. Il ne récolte rien. Quand on a eu la scène de Daemon qui étrangle Rhaenyra qui n'était pas dans les livres, moi j'étais totalement ok. Parce que Daemon est une merde et bien évidemment que les fans des livres ont romantisé sa relation avec Rhaenyra alors que ça n'avait pas lieu et que la relation n'était absolument pas romantique même dans les livres. Et cette scène permettait de remettre les pendules à l'heure que une relation entre un oncle et sa nièce avec du grooming et tout ça ne pourra jamais être saine. Jamais. D'accord, mais quand est-ce qu'on en reparle de cette scène ? Quand est-ce qu'on a reparlé de la violence que Rhaenyra a subie entre les mains de Daemon ? Quand est-ce que la relation de Daemon et de Rhaenyra va être remise en cause ? Parce qu'en plus, sur la fin de la saison 2, ça finit sur une note assez romantique, genre quitte-moi encore, et tu verras ce qui t'arrivera. Et lui, il est en mode non, jamais, je l'ai déjà fait, je l'ai regretté. D'accord, bah écoutez. Pareil, Alicent et Larys ajoutent la série. Pourquoi vouloir encore rendre les femmes encore plus victimes qu'elles ne le sont à cette époque-là et dans cette société-là ? La scène des pieds n'existe absolument pas dans les livres, mais ils l'ont rajouté, ils ont rajouté cette scène d'agression sexuelle. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Est-ce qu'après on en reparle ? Non. Est-ce que la relation entre Alicent et Larys va être plus creusée ? Non. Est-ce que vous pensez que la relation entre Aemond et Alicent va être plus creusée sur ce prisme-là ? J'en doute fortement. Mais il y a des gens qui ont encore un espoir. Surtout le fait qu'on nous dise que Alicent va aller à Harrenhal. Donc il y a des gens qui pensent que cette fois-ci, peut-être qu'ils vont développer. Personnellement, je pense pas. Je pense que l'inceste va être mis derrière, quoi. On verra. Peut-être qu'ils me prouveront que j'ai tort pour une fois. Mais pour moi, dans tous les cas, ça change pas le fait que c'est du fétichisme et qu'il y avait plein de manières plus subtiles d'aborder
les dysfonctionnements dans cette famille, plein de manières encore plus subtiles d'aborder des dysfonctionnements entre Alicent et Aemond. Mais en fait, la subtilité, c'est pas leur fort. La subtilité, c'est pas leur fort. Et moi, je sais d'où ça vient, ces mommy issues. Ça vient d'une mauvaise interprétation de la relation entre Alice et Aemond dans les livres, qui fera l'objet d'une vidéo très prochainement, parce que je vous ai dit, on va faire une vidéo sur Alice Rivers. D'ailleurs, parlant de Aemond, je trouve que ça ne fait pas vraiment de sens l'écriture qu'il lui donne. Parce que pour Avel, Aemond était censé partir. Il était censé partir à Harrenhal, effectivement. Et vu qu'il apprend que Aegon n'est plus à la capitale, il décide finalement de rester pour garder la ville. Et au cours d'une discussion entre Alicent et Elena dit à Alicent que Aemond a peur. Qu'en fait, quand il avait revendiqué Vhagar, toute la peur lui était partie, mais que maintenant, la peur lui revient pour la première fois depuis qu'il l'a revendiqué, parce qu'il a peur de mourir face au dragon de Rhaenyra. Alors, personnellement, si j'ai peur de mourir face au dragon de Rhaenyra, je reste pas dans la ville où Rhaenyra va venir avec ses dragons. Je cherche plutôt à m'enfuir à Harrenhal, où je me dirais que j'ai plus de chances de combattre Daemon en 1 vs 1. Donc encore une fois, ça ne fait pas de sens. C'est après que Aemond y pense, quand Alicent le manipule, mais comment ça se fait que ce mec-là n'y a pas pensé avant? S'il ressent de la peur, s'il se dit « Oh non, elle a trop de dragons, elle va me tuer », pourquoi tu restes là à l'attendre? Pourquoi tu vas pas à Harrenhal, tu fuis, et tu vas affronter un des dragons? Parce que tu sais qu'en 1 vs 1, Vhagar a toutes ses chances. Je comprends pas. Et pour moi, je trouve que vraiment le personnage de Aemond, je suis curieuse de voir comment ils vont le développer à Harrenhal. Mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir fait le côté de Aemond qui a peur des dragons, de Rhaenyra, parce qu'ils sont trop nombreux. Alors que dans les livres, il est au courant qu'elle a beaucoup de dragons. Et ça ne l'effraie absolument pas. Parce que c'est ça, en fait, le point culminant du personnage de Aemond. C'est que c'est quelqu'un de très imbu de lui-même. Très imbu de lui-même. En fait, ils se sont tellement invincibles avec Vhagar, et dans un sens, voilà, elle a pas tort, que en fait, il ne voit même pas le danger. Et il en devient un peu stupide. C'est ça en fait. C'est pas Aemond qui devient stupide par peur parce qu'il voit le danger. C'est Aemond qui est trop sûr de lui qu'il en devient stupide. Parce qu'il n'a pas peur. C'est justement le fait qu'il n'a pas peur qu'il en devient stupide. C'est justement le fait qu'il est trop sûr de lui, qu'il n'a pas peur et qu'il se croit tout puissant, intouchable avec Vhagar, qu'il ne voit pas que Alice Rivers le manipule dans les livres. Parce que comment est-ce qu'une femme, sans un dragon, pourrait le manipuler lui avec le grand Vhagar? C'est ça le point culminant de Aemond. Et là, je sais pas, on en fait un mec avec des mommy issues. En fait, on en fait un mec pathétique, hein. Ce qui était pas la peine, hein, parce qu'il était quand même déjà assez pathétique dans les livres, hein, mais bon. Que là où j'ai le plus de choses à dire, plutôt que ces scènes-là, c'est vraiment Jace et Rhaenyra. Là, j'ai des choses à dire. Là, il y a des choses qui me gênent profondément. La décision de Jace de se retourner contre Rhaenyra, à la limite, pourquoi pas ce changement? Pourquoi pas? Surtout que, en fait, ils l'ont condamné depuis la saison 2, Rhaenyra, avec ses choix débiles, on en reparlera. Et en fait, le véritable problème qui pousse Jace à enfermer Rhaenyra, c'est le fait qu'elle refuse toute écoute, en fait, de sa part. Il y a notamment la scène, je sais pas, j'ai essayé de vous la mettre à l'écran, où leur toute première scène, où elle explique qu'Alicent était venue, t'as Jace qui se rapproche d'elle pour essayer de la raisonner et qui lui dit une mère, et t'as Rhaenyra qui le regarde avec un sourire, mais genre béat, et vraiment qui met sa main comme ça, en mode t'es mignon, toi. Et qui ne l'écoute pas et qui tourne le dos et qui parle au conseil. En fait, il y a vraiment ce truc que Rhaenyra se sent infantilisée par Jace, mais Jace aussi se sent très infantilisé par sa mère. Aucun des deux ne s'écoute. Et ça continue par la suite, c'est-à-dire que Jace essaie d'avoir une conversation avec elle, mais elle fuit la conversation, elle court et elle va s'enfermer dans sa chambre, et elle lui dit ses dernières paroles, bah, de toute façon, si je meurs, au moins tu seras roi. C'est ça qui pousse Jace à enfermer sa mère et à partir à la bataille. Déjà, par rapport au livre, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent la chaîne ici, dans les livres, en fait, c'est Jace qui décide d'envoyer ses 2 petits frères à Essos. Il prend contact avec des amis de Daemon là-bas et il décide de les envoyer. Et en fait, en chemin, la triarchie débarque et kidnappe les 2 gamins. Le petit Aegon arrive à s'en sortir parce qu'il a son dragon Stormcloud, donc il s'accroche à son dragon Stormcloud qui va le ramener à Dragonstone et il va laisser derrière lui le petit Viserys. Et ça, c'est quelque chose qui va profondément traumatiser Aegon, qui va jamais se pardonner d'avoir laissé son frère là-bas. Quand il va arriver à Dragonstone, son dragon va mourir. Et lui, il va être complètement apeuré, il va être tout pâle, il s'est fait pipi dessus, vraiment. Mais en même temps, vous imaginez la peur pour un enfant de vivre ça. Et c'est ça qui va pousser Jace à aller prendre part à la bataille.
Donc, moi, ça me fait bien rire les fans de la série qui supportent aucune critique et qui disent maintenant, vous savez même pas lire le livre parce que dans les livres, les deux gamins sont même pas présents lors de la bataille et tout ça. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais il y a quand même une différence entre un gamin qui va enfermer sa mère parce qu'il se sent pas écouté et qui va aller voir Beyla en lui disant avec un grand sourire, viens avec moi à la bataille, et qui y va comme ça parce qu'il veut se montrer, il veut faire voilà son show, et un gamin qui voit son petit frère arriver complètement apeuré et qui par colère, par esprit de vengeance, parce qu'il a vu ce qui est arrivé à son petit frère et parce qu'il pense que son autre petit frère est mort, va aller sur le champ de bataille. Pour moi, c'est différent. L'aspect tragique n'est pas le même. Mon problème étant, c'est que la scène de Jace ne fait pas de sens parce que comment ça, un membre de la garde royale va écouter le prince plutôt que la reine? Comment ça, un membre de la garde royale va écouter le prince plutôt que la reine? Ça ne fait aucun sens. Même s'il y a des menaces qui sont sous-entendues, même si il essaye d'utiliser l'argumentaire « faut protéger la reine contre elle-même », ça ne fait aucun sens à ce moment-là. Mon problème, encore une fois, et ça j'en avais parlé à un moment, j'avais fait un live avec vous, lundi dernier, il y avait une personne qui disait en fait que les scénaristes réfléchissent saison par saison et ne réfléchissent pas sur le long terme. Et effectivement, c'est ça le problème. Et c'est ça le gros point faible de leur écriture, ils ne réfléchissent jamais sur le long terme. Pour moi, le choix de la garde royale aurait pu être expliqué si c'était quelque chose que vous avez planté durant 3-4 épisodes. C'est-à-dire si pendant toute la saison 2, on voyait Chase retourner toutes les émotions de sa mère, qui parfois sont légitimes, en contre-argument misogyne. C'est-à-dire que tous les sentiments de Rhaenyra, tous les doutes de Rhaenyra sont instrumentalisés contre elle en disant que c'est une femme, qu'elle est fragile, que c'est une mère, qu'elle n'est pas saine d'esprit, alors que ce serait des réactions normales. Là, on aurait eu une rhétorique misogyne, une critique de cette misogynie qui aurait été plus subtile et beaucoup plus intéressante, et qui aurait poussé finalement les gardes à enfermer Rhaenyra. Là, je trouve que ça sort tout droit du chapeau. Ça aurait été intéressant vraiment de voir, je sais pas, ses pleurs, sa gifle par exemple. La gifle qu'ils ont mis dans la saison, qu'ils ont mis dans la saison 2, qui était ridicule, hein, by the way. Mais justement, pourquoi ne pas réutiliser cette chose que vous avez vous-même inventée pour l'utiliser contre elle, justement, pour qu'il y ait vraiment un argumentaire misogyne qui soit utilisé contre elle. C'est une femme, elle ne sait pas contrôler ses émotions, regardez, elle se laisse envahir, elle gifle ses conseillers, elle s'enferme, elle pleure, elle n'arrive pas à lâcher prise, elle a un cœur trop tendre, elle n'arrive pas à tourner le dos à Alicent, que tout ça soit retourné contre elle. Et là, on aurait eu un argumentaire misogyne. Et ça aurait été super intéressant aussi de voir que du coup, la scène entre Jace et Beyla par la suite, que Beyla, au lieu de simplement lui dire « c'est de la grande trahison ce que tu es en train de faire », de lui dire « c'est misogyne ce que tu es en train de faire. Tu n'aurais jamais fait ça si c'était ton père qu'on avait privé de son droit au trône. » Parce qu'effectivement, quand Rhaenyra veut se battre, ça pose problème. Mais dans toute l'histoire de Game of Thrones, ça n'a jamais posé un problème pour qu'un roi essaye de se battre pour récupérer ce qui lui appartient. Ça n'a jamais posé de problème. Même Aegon the Uncrowned, le mari de Rhaena the Black Bride, dont vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube, quand lui a essayé de reprendre son règne qui a été volé par Maegor, personne n'a discuté le fait qu'il allait aller sur le champ de bataille. Et il en est mort, hein. Pourtant il n'avait aucune chance. Hein. Personne n'a discuté cela. Il n'y a que quand c'est Rhaenyra qu'on va dire « mais non, tu dois être pouponné, tu dois rester chez toi ». Et justement, ça aurait été plus subtil. Ça aurait été mieux que toutes les critiques de la misogynie qu'ils essayent de faire, qui en plus se retournent contre eux, et on va en parler tout de suite. Parce que pour moi, ce qui m'a plus énervé que le bisou, oui, plus énervé que le bisou entre Aemond et Alicent, c'est vraiment la phrase de Rhaenyra. Pour moi, cette phrase, elle est inacceptable. Inacceptable. Quand elle dit « j'ai beau avoir le corps faible d'une femme, j'ai l'esprit d'un roi », insupportable cette phrase à ce moment-là de l'écriture. Et qu'avant qu'on vienne m'attraper ma veste en commentaire, je sais que c'est une phrase historique. Je le sais. Je sais que cette phrase a réellement existé, ça n'enlève en rien qu'elle n'a pas sa place ici et qu'elle n'est pas du tout exemptée de critiques parce que c'est une phrase historique. Absolument pas. J'ai vu des gens dire qu'on était trop bêtes et à quoi on devait s'attendre d'une femme à cette époque-là, une femme qui a de la misogynie intériorisée, nanana. Alors là, vous vous adressez à la mauvaise personne.
vous adressez à la mauvaise personne, parce que pour moi, on a tous un peu de misogynie intériorisée. Et ça, j'en ai aucun doute. J'adore le personnage de Cersei et j'ai toujours dit qu'elle détestait sa féminité. Et ça ne m'empêche pas d'adorer le personnage de Cersei et d'adorer ses dialogues où elle dénonce cela. Le problème étant que c'est de 1, c'est pas la personnalité de Rhaenyra. De 2, cette phrase, elle est inadmissible à l'état actuel de leur écriture de la série. À l'état actuel de l'écriture qu'ils ont fait à Rhaenyra, et on en reparlera beaucoup plus en détail quand je ferai ma vidéo critique de la saison 2, cette phrase, elle est inadmissible parce que, encore une fois, ils donnent raison aux misogynes. Déjà, dire qu'une femme a un corps faible dans la situation de Rhaenyra, où elle a subi 6 accouchements. 6 accouchements. Vous savez, c'est quoi un accouchement? Et dont le dernier a été très difficile pour elle. J'accepte pas. Déjà, j'accepte pas. Deuxièmement, dans une série où on a complètement détruit son personnage, et toutes les autres femmes d'ailleurs, toutes les autres femmes ne prennent pas de décision, n'ont pas de force, n'ont pas de colère, voilà. Où chacune de ces décisions, elle hésite, elle est pour la paix, elle n'arrive pas à faire des choix. Elle est tellement conne, cette femme, qu'elle n'arrive pas à réaliser que la guerre va arriver peu importe ce qu'elle fait. Parce qu'à la seconde où on a couronné Aegon et où on a couronné elle, il n'y a pas de retour en arrière. À moins qu'un des deux se revendique traître, il n'y a pas de recours en arrière. On a une femme qui a passé 8 épisodes, donc des semaines et des semaines dans cet univers-là, à essayer de parler avec son ennemi, qui lui a foutu la misère, qui l'a harcelé, alors que son enfant est mort, alors que Rhaenys est mort, alors que des gens de son conseil perdaient leur famille. Donc vous imaginez, il y avait une scène comme ça dans la saison 2, c'est-à-dire qu'elle débarque, et on lui dit t'étais où? Elle était en mode j'étais à King's Landing, je devais parler à Alicent. Et t'avais une personne dans le conseil qui avait perdu son château, quoi. Le problème étant, c'est qu'avec cette écriture, ils ont donné raison aux misogynes. Quand les misogynes répètent depuis la saison 1 que Rhaenyra, t'es une bonne personne, hein, mais t'as quand même le cœur tendre d'une femme, et t'arriveras pas à mener la guerre. À l'état actuel de cette série, ils ont raison. Donc quand t'as des personnages comme celui dans la saison 2 qui va et qui essaye de trahir Rhaenyra en parlant avec Daemon, comment est-ce qu'on peut lui en vouloir? Comment est-ce qu'on peut lui en vouloir? Comment, en toute honnêteté intellectuelle, on peut regarder et on peut dire c'est un sale misogyne d'aller dire à Daemon que Rhaenyra n'est pas faite pour régner, que c'est une bonne personne, hein, avec des bonnes valeurs, mais qu'elle n'est pas faite pour régner, parce que c'est exactement ce qu'ont prouvé les scénaristes en modifiant tout le personnage de Rhaenyra par rapport au livre. Dans les livres, elle a du caractère, dans les livres, mais quand on vient et qu'on lui propose des termes de paix, elle l'attrape. Le gars, il a lui dit, tu iras dire à mon demi-frère que j'aurai mon trône ou sa tête. Dans les livres, elle est intransigeante. Mais maintenant, les misogynes ont raison. Et donc quand elle dit cette phrase, non seulement elle donne un peu raison aux misogynes, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques d'hommes et des caractéristiques de femmes, mais en plus, tu mens. T'as pas du tout l'esprit d'un roi. Même si on rentre dans cette rhétorique misogyne, justement, tu ne l'as pas. Les scénaristes ont pris soin de s'assurer que tu ne l'as pas. Et c'est ça que je critiquais, c'est ça que je disais que c'est ultra misogyne. Les ennemis de Rhaenyra ont raison. Elle n'a pas cet esprit-là. Elle a le cœur tendre d'une femme. Et mon problème étant, c'est que George R. R. Martin, beaucoup l'accusent d'être misogyne à certains moments. Moi, je suis pas d'accord forcément avec ses critiques. Il peut y avoir des défauts dans les livres, mais celui-là, je ne trouve pas que c'en est un. Il arrive totalement à écrire des femmes qui sont transposées dans un univers où il y a la guerre et qui sont partagées par leur sentiment de loyauté envers leur famille et en même temps leur maternité envers leur enfant, leur peur de tout perdre, leur ambition. Ça, il y a un personnage qui le résume parfaitement, c'est Catelyn Stark. Et si vous n'avez pas lu les livres, je vous interdis de critiquer Catelyn Stark parce que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, intelligent, oui, très intelligente. Elle a une intuition de fou malade. Et il y a une scène, par exemple, dans les livres de Game of Thrones qui vous montre la différence entre les scénaristes de House of Dragon et Game of Thrones, et l'auteur. C'est que, à un moment, dans le fin du tome 1, quand les Nordiens se rendent compte que en fait, la guerre elle est inévitable, et en fait ils se posent et ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a Jaime Lannister, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rejoindre Stannis? Est-ce qu'on va rejoindre Renly? Qu'est-ce qu'on fait? Et ils se rendent compte qu'en fait aucune de ces solutions ne les satisfait. Et c'est à ce moment-là qu'ils essayent... Et c'est à ce moment-là que Robb va se proclamer roi. Et avant ça, Catelyn les met en garde. Et c'est là où on voit que tu peux avoir une certaine tempérance et pour autant ne pas être juste une plante verte. Elle leur dit, écoutez, moi j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, mes 2 filles sont otages.
j'ai envie moi aussi de me venger. J'ai envie de laisser mes émotions prendre le dessus. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser et se réfléchir à ce qu'on veut comme finalité? Ce qui va se passer? À quoi ça va nous servir de déclencher cette guerre? Est-ce que ça va nous rapporter plus de bien ou plus de mal? Parce qu'aucune de ces guerres ne pourra ramener mon mari. Aucune de ces guerres ne pourra ramener vos enfants, Lord Karstark. Par contre, la paix pourra ramener mes filles. Et c'est à ce moment-là que le seigneur Karstark s'avance et dit à Catelyn Stark, avec tout le respect que je vous dois, madame, vous avez le cœur tendre d'une femme et vous ne comprenez pas. Elle s'avance, elle le regarde et lui dit, ramenez-moi Cersei Lannister, Lord Karstark, et vous verrez ce que le cœur tendre d'une femme peut faire. Là, on ne tombe pas dans la rhétorique misogyne. Là, on a un personnage qui est complexe, profond, qui est pris entre plusieurs sentiments, entre son envie de survivre, en fait, de faire la paix pour avoir ses filles en sécurité, et en même temps, son deuil, sa colère, son envie de vengeance. Et au final, il va se passer quoi? Les hommes vont proclamer Robb roi. La guerre va se déclencher. Mais une fois que la guerre se déclenche, Catelyn, elle est plus dans l'hésitation. Catelyn, elle est à fond derrière Robb. Catelyn, elle participe aux prises de décision. Et les gens vont me dire, oui, mais elle libère Jaime, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, la guerre est finie. Mais pas parce qu'elle n'a pas envie de mener cette guerre. Il n'y a jamais un moment où elle dit, oh, mais non, vous savez, j'ai un peu parlé avec Cersei, je me suis attachée à elle. Et ça n'empêche pas d'ailleurs Catelyn d'avoir de la peine pour Cersei Lannister. Ça ne l'empêche pas. Quand elle apprend la vérité sur le fait que les enfants de Catelyn soient des bâtards, elle a de la peine pour elle. Et elle y pense, hein, malgré à ce moment-là qu'elle pense que Cersei a tué Bran. Hein. Enfin, en tout cas, celle qui a défenestré Bran. Elle a de la peine pour elle, parce qu'elle s'est dit, on est toutes les deux mères. Et s'il y a une femme qui peut la comprendre, c'est moi. Vous voyez comment on peut faire des femmes fortes sans tomber dans une rhétorique misogyne et de dire que les femmes, elles sont très fortes, qu'elles peuvent avoir cet esprit de vengeance et en même temps elles peuvent être tempérées, elles peuvent être intelligentes, elles peuvent avoir plein de compassion. Ça c'est quelque chose que les scénaristes de House of Dragon ne savent pas faire. Ne savent pas faire. Et leur écriture qui était censée dénoncer de la misogynie, l'a crée en fait. L'a crée parce que toutes ces femmes dans cette série sont des plantes vertes carrément. Toutes ces femmes dans la série ne savent pas prendre des décisions. Et ça, on en reparlera dans la vidéo qui va sortir cette semaine, de critique de House of Dragon de la série. Donc pour moi, vraiment, cette phrase, c'est la honte. Et non, à ce moment-là de l'écriture, après qu'ils ont passé toute une saison 2 et même la moitié de la saison 1 à saboter Rhaenyra, elle est inacceptable. Non, on n'a pas la place pour une critique de la misogynie intériorisée. Surtout que cette critique aurait été mieux placée avec Alicent. Notamment dans la saison 1. Donc non, tu n'as pas l'esprit d'un roi, c'est même tout le contraire, grâce au scénariste. Avant de conclure cette vidéo, parlons de deux choses. Je vais aller les plus rapides pour le plus long. Il y a eu la scène avec Loar, celle qui dirige la triarchie. Encore une fois, déception. Déception, désolée. Mais en fait, à quoi ça servait de perdre du temps durant la saison 2 à développer son personnage, à créer une sorte de relation avec Tywin Lannister, qui n'existe pas dans les livres. Mais on était en mode, ok, pourquoi pas, pour au final faire mourir son personnage le premier épisode de la saison 3. Pour moi, encore une fois, on revient dans ce truc de les scénaristes, ils réfléchissent pas sur le long terme. Ils réfléchissent saison par saison. Parce que là, du coup, ça a servi quoi de creuser ce personnage si vous voulez vous le faire crever à sa première bataille? À rien. À part nous faire perdre du temps. Du temps qui aurait pu être investi dans d'autres personnages dans la saison 2 du coup. Inutile. Merci. Pour presque finir sur une touche positive, je pense que là où il y a le plus de potentiel, c'est Corlys cette saison. Notamment avec sa relation avec son fils. Je pense que là, on pourra beaucoup creuser. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la discussion entre les deux où il lui disait je me suis assurée que tu manques de rien. Et lui, il a dit oui, de tout sauf d'un titre en fait. Et enfin, Corlys dit je me suis assurée que t'es la vie. Et lui dit mais pas que j'ai un titre. Et j'ai bien aimé parce que franchement, foreshadowing pour la suite, où Corlys va tout faire pour sauver la vie de ces bâtards et leur donner un titre. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai très hâte de voir comment ils vont développer la relation entre les deux. Il y a du potentiel. Comme pour Daeron, il y a énormément de potentiel. Et enfin, ce qui a fait le plus couler d'encre, Rhaena et Chip Steller. Alors déjà, avant d'arriver et de déverser votre haine, je tiens à vous dire que Jace meurt dans les livres, alors même que Rhaena n'est pas dans cette bataille. Alors même que Chip Steller sait très bien se comporter durant la bataille, Jace meurt. Donc bon, Jace serait mort dans tous les cas. Avec ou sans Rhaena, Jace serait mort d'une manière ou d'une autre. Donc, baissez dans votre haine envers le personnage. Honnêtement, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. En fait, j'ai l'impression que je me suis tellement répétée sur cette série. Mais l'idée de vouloir donner un autre arc à Rhaena, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui marchent dans un livre et qui ne marchent pas à l'écran. Donc je peux comprendre que se dire que l'arc de Rhaena ovale, parce que dans les livres, en fait, elle est juste ovale, elle prend des bains, voilà, elle a plein
d'hommes qui se battent pour son attention, je peux comprendre que ça ne marcherait pas dans la série et que ça ferait chier les spectateurs. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit mais oui, mais vous êtes des gros hypocrites parce que quand c'était pour Sansa, vous disiez qu'une femme, elle avait pas forcément besoin de se battre pour être intéressante, nanana. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On parle de Game of Thrones, une série qui est beaucoup plus longue, une série qui est beaucoup plus centrée sur les personnages que sur l'action et sur leur développement. Et donc tu pourras... Et surtout que Sansa permet d'avoir un point d'ancrage à la capitale. C'est elle qui nous permet d'avoir des scènes avec Cersei et voilà, et tous ceux qui sont à la capitale. Donc c'est super intéressant. Et dans les livres, on a accès aux pensées de Sansa. C'est ça qui en fait un personnage qui est super intéressant de par sa féminité, de par sa sensibilité. Rhaena n'a pas cette possibilité-là. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on s'en fout de quitter la guerre pour aller au Val et la voir prendre des bains? Qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'on s'en fout dans les livres. Dans les livres, on peut avoir plus de symbolique du coup, parce qu'on a la suite de la prédence. Mais du coup, on n'a pas accès à ses pensées, ce qui fait que c'est un personnage qui est moins marquant, qui marche moins que Sansa. Donc le changement, je peux le comprendre. Pourquoi ce changement se fait au détriment de Needles, de Horty, qui a une importance aussi très... qui a une importance dans l'histoire en fait. De par ce qu'elle représente, je sais que pas tout le monde est d'accord sur ça, mais le fait qu'on n'est pas très sûr de ses origines, et donc potentiellement elle n'a pas du tout de sang valyrien, et que donc elle remettrait en cause le fait que seuls les Valyriens peuvent revendiquer des dragons. Elle aurait pu instaurer une dynamique plus intéressante dans la relation entre Daemon et Rhaenyra, même dans la manière dont on approche le lien entre les dragons et leur maître. Tout ça, ça aurait pu être super intéressant à travers le personnage de Horty, et on aurait pu donner un rôle plus intéressant à Rhaena, tout en ne supprimant pas Horty. Comme on dit certaines personnes, on aurait pu lui donner un autre dragon sauvage, Cannibale, par exemple, pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui l'avait dit. Pourquoi pas Cannibale? Pourquoi pas Grey Ghost, le dragon timide? On aurait pu lui donner exactement la même storyline sans supprimer Needles. Et c'est là où je comprends pas les scénaristes, en fait. Après, pour le délire de « Oh, contrôle pas les dragons », il y a des gens qui ont dit mais ça, c'est des gens qui n'ont pas lu les livres. Oui, mais les scénaristes, c'est très dangereux ce qu'ils ont fait, ils ont instauré l'idée qu'un dragon ne pouvait pas obéir à son maître. C'est le cas. C'est le cas. Voilà. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur Jaehaerys, à un moment, la reine Alysanne, quand elle est au mur, elle essaye de traverser le mur, et elle l'a dit à 3 reprises, elle essaye, et le dragon Silverwing a refusé. Alors qu'elle le dit dans sa lettre, elle ne m'avait jamais rien refusé. Pensez vraiment que Aerea voulait se perdre? Je pense que Aerea a répété plusieurs fois à Balerion, retourne à la maison, et qu'il ne voulait pas écouter. Donc bon. C'est pas quelque chose... Franchement, si je peux défendre les scénaristes sur un point, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, c'est pas quelque chose de dangereux. Les dragons, ça reste des bêtes, ça reste des animaux qui vont pas tout le temps t'obéir, ils ont leurs propres sentiments. Et je trouve que ça a été très bien expliqué par les scénaristes, du fait que Chipsteller, c'est un animal, c'est un dragon qui est seul à la base. Donc forcément, tu le mets en pleine bataille, pour la première fois, avec tous ces bruits, avec le fait qu'il se blesse, qu'il y a des flèches de partout, qu'il y a d'autres dragons, et qu'il n'a pas l'habitude de la cohabitation, donc en plus, en plein milieu d'une guerre, oui, ça allait mal se passer en fait. Oui, ça allait mal se passer. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Je pense que la critique de l'épisode prochain sera beaucoup plus intéressante, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire. Comme je vous ai dit, pour moi, c'était un épisode qui n'était pas incroyable, qui n'était pas catastrophique. Mais je les attends beaucoup au tournant pour le prochain épisode. Je pense que là, il y aura beaucoup plus de dialogue. J'ai très hâte de voir la réaction des personnages. Surtout que là, c'est vraiment l'inconnu. Cet épisode, je m'étais un peu fait spoiler, notamment le bisou. On savait que Jace allait mourir durant cet épisode. L'épisode prochain, je ne sais rien. J'ai très hâte. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 2 et pour la critique de la saison 2 de House of Dragon où on va voir tous les défauts de la série.